streaming. Mais ce que je vais faire pour introduire un peu le sujet et qu'on attend d'avoir un petit peu de monde pour lui souhaiter la bienvenue, c'est on va regarder ensemble un cas justement de pathologie de la colonne vertébrale, un cas d'IRM cervicale réalisé dans un contexte post-traumatique. On est à quelques jours d'un accident de la voie publique avec un patient qui a eu le coup classique de hop, un gros choc en hyperflexion sur un peu comme un coup du lapin. Et on nous a demandé de faire cette IRM parce qu'il a des douleurs des cervicalgies très importantes, une raideur et une névralgie cervico-brachiale. Alors je vous avoue, je me souviens plus le côté droit ou gauche parce que je l'avais pas noté. Et on va regarder les images ensemble. Est-ce que tout le monde voit bien ici ma petite colonne de... Ouais, normalement c'est pas mal. Je peux même faire mes petits dessins là, par exemple entourer un truc là, effacer, mettre à zéro. Tout le monde est là? On est présent? Voilà. Comment ça va? Qui sont tous ces gens qui viennent regarder des histoires de neurochirurgie et de radiologie un dimanche à 20 h? Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas une famille dont vous devez vous occuper? Quelque chose de plus intéressant à faire? Je sais pas. Ok, j'ai entendu dans mon oreillette que vous pouvez pas entendre le rire du docteur Terrier, donc ça veut dire que soit elle a un mauvais humour comme le mien, soit je suis drôle. Je considère que je suis drôle et qu'elle a un mauvais humour. Euh, On ne voit pas. L'IRM. Aristote. Alors oui, c'est Ah, normal si vous êtes sur TikTok, je suis désolé, j'ai essayé de lancer sur TikTok. En fait, sur TikTok, c'est compliqué pour obtenir une clé de streaming qui permet de streamer depuis l'ordinateur. D'accord? Et vu que chez TikTok, ils sont relous, bah pour l'instant, vous n'y avez pas droit. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on verra. Je ne sais même pas comment ça marche, mais apparemment, il faut que je demande à une agence, je ne sais pas qui est cette mystérieuse agence, de m'obtenir une stream key qui me permettra ensuite d'accéder à une page spéciale sur mon compte TikTok oui, il faut pour aller sur pouvoir YouTube. voilà, donc venez sur YouTube. Bref, venez sur YouTube ou Instagram et on sera Il tous parle contents. beaucoup, mais encore. Voilà. Oui, il faut aller sur YouTube. Bon, alors, en attendant, on va regarder le cas clinique. Et je le répète pour la 125e fois parce que j'ai reçu encore aucune question. Il faut poser des questions pour une neurochirurgienne spécialisée dans le traitement de la douleur et notamment de la douleur de la colonne vertébrale. N'importe Pas de quoi. leur décoration. Alors, la douleur de cœur, vous pouvez aussi. Je ne sais pas si elle est experte en ça, mais on peut. Bah oui, magnifique, c'est excellent. On peut éventuellement bifurquer sur les douleurs de cœur également, si vous voulez. Bon, allez, c'est parti, j'arrête de parler, on va regarder ensemble les images. Est-ce qu'il y a des gens sur YouTube? Sur YouTube, faites-moi un petit coucou là, parce que j'ai vu, il y a Tous. Théo Flexas, hein, mais qui d'autre? Qui d'autre voit les images avec moi et avec nous? Il y a des petits cœurs qui apparaissent sur YouTube, donc je vais pas être tout seul. Ça, c'est cool, les petits cœurs, j'aime bien. Ok, bon allez, on regarde ça. Donc je vous disais, patient jeune, on va dire la trentaine, parce que voilà, on va dire qu'il a 34 ans, comme ça je me sens jeune aussi, euh, qui a eu comme un coup du lapin, un choc avec hyperflexion forcée du cou, et grosse douleur, plus névralgie cervico-brachiale et raideur. Donc on demande de faire une IRM pour voir s'il n'y aurait pas des signes d'entorse grave de la colonne. Ok? Alors, on va défiler les images. Donc là, vous avez un sagittal T2, juste T2, pas T2 FATSAT, pas T2 STIR, juste T2, c'est ce qui avait été protocolé. Et on va également afficher à côté le sagittal T1, et ensuite on montrera les images en axial et en coronal. Allez, hop. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez le droit de voir le sagittal T1 et le sagittal T2 en même temps. Sur Instagram, bah, c'est un à la fois. Voilà, donc je vous mets le sagittal T2. Ok? Je vais pas commenter plus les images, je vais vous laisser déjà regarder un petit peu. Là, je défile gentiment. Hop, hop. Ce monsieur n'avait pas de douleur du cou, ne se plaignait pas de quoi que ce soit au niveau du cou, a priori, avant l'accident. Je vous mets le T1. Hop là. On va aller. Voilà, on défile un petit peu. Fares Noailles 3586 nous dit qu'il arrive. Bah c'est super. Alors, tu vois les commentaires sur Instagram, Kiwi? On a la productrice qui va être là pour nous aider à récupérer les questions. Ah, bah tiens, prends Mais mon là, tu peux téléphone. pas le voir. Si, mais c'est compliqué, je fais déjà 45 trucs à la fois. Tiens, j'ai que 2 écrans. Allez, on va afficher maintenant le coronal T2 STIR, qui est une séquence très importante sur cet examen. Et à gauche, je vais vous mettre l'axial pour les gens sur YouTube. Hop, hop, hop. Voilà, regardez bien le STIR.
vais revenir en arrière. On va s'arrêter un petit peu sur cette image-là. Est-ce que vous êtes capable de voir quelque chose sur cette image du coronal T2 Styr? Pas facile quand on n'a pas l'habitude, hein. Ok, je vais la commenter ensuite. Et on va remettre l'axial avec le Styr qu'on va laisser ici à gauche. Non, mais on va plutôt remettre le sagittal T2. Voilà. Et on reprend l'axial T2. Là, on descend. Donc là, on passe en C3, C4. On descend un petit peu. 2, 3, 4, 5. Là, on est en C4, C5. On voit un petit truc. On continue à descendre. Est-ce que déjà là, alors je me rends compte que c'est pas un cas qui est facile que je vous ai présenté là, pas des choses qu'on voit tous les jours, de toute façon les imageries en IRM post-entorse du rachis cervical, mais est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose qui voudrait commenter, dire ce qu'il a vu? Sur YouTube, on a déjà des gens motivés? Personne? Personne veut se prononcer? Il faut que je donne la réponse, c'est ça, comme à l'école? Comme le lundi matin, comme le matin à 8h10, les internes, on les yeux encore collés. Personne ne veut parler, personne ne veut se lancer. Je sais bien que le dimanche soir, c'est... Mais si les gens viennent ici... Ah, attends, Félix sur Instagram. Mais est-ce que Félix sur Instagram est radiologue ou... Alors, il est où Félix? Je le vois pas dans la liste là. Ok, Félix. Donc j'ai eu des gentilles personnes qui m'ont dit coucou docteur Kirchner, oui, il y a du son. Ah, alors, on a Vincent underscore VF qui nous dit je lis la petite hernie cervicale C4, C5. Alors effectivement, il y a une petite hernie cervicale. Bravo, t'as trouvé le truc le plus facile. Je sais pas si c'est le plus important ou pas, parce que c'est important quand même à signaler. Alors cette image en dehors du contexte de traumatisme, vous voyez là je me suis mis en axial sur l'image C4, C5, on a une protrusion du disque qui est latéralisée à droite, un paramédian droit, hernie molle, entre guillemets, c'est difficile à dire en réalité sur les IRM, mais dans le contexte, on suppose que là c'est une hernie aiguë et on voit qu'elle est en hypersignal T2, aussi bien sur le T2 normal que sur le T2 en axial T2 TSE. On n'a pas de séquence sensible au signal de l'eau, de STIR, T2 water, T2 fatsat en sagittal, ce qui est, de mon avis, un tort dans la réalisation de ce protocole, parce que ça rend beaucoup moins sensible les images, mais on constate effectivement qu'il y a une hernie cervicale. À part la hernie cervicale, est-ce que t'as remarqué quelque chose, Vin 100 underscore VF? Ok, j'ai vu la hernie et un glissement de vertèbre. Ah, où est-ce que tu vois le fameux glissement de vertèbre? Sur le corostier, on demande s'il n'y a pas une atteinte du plexus brachial droit. Alors, Vin, c'est pas le plexus que tu as pu voir. Alors, si on regarde là sur le corostier, voir des lésions du plexus sur un corostier non injecté, pas fait en 3D, c'est moins sensible. Le plexus, ce serait voir les racines là, nerveuses qui sortent. On les voit un peu sur le coro, je le remets sur Instagram là. On les voit à droite et à gauche. On en voit que les segments proximaux avant la formation et jusqu'à la formation des troncs primaires. Honnêtement, ils ont un signal similaire à droite et à gauche. Il n'y a pas l'air d'avoir de lésions non graves, de ce qu'on peut voir. Et en matière de lésions graves, genre un arrachement de racines, tiens, Laura, comment on appelle ça quand une racine qui est une avulsion de radiculaire, je sais pas, avec un pseudo-méningocèle, on n'a pas ça. Là, il n'y en a pas. L'axial T2 TSE, il est très sensible pour ça. On peut voir bien les petites racines, les radicelles antérieures et postérieures, jusqu'au ganglion ganglion cervical, ouais, rachidien. Et merci, j'ai un neurochirurgien qui me souffle les réponses à l'oreille, c'est trop bien. On voit là qu'il n'y a pas de signe d'atteinte proximale du plexus, et sur ce qu'on voit des racines, il n'y a pas l'air d'avoir de lésion. Par contre, ce que tu as peut-être remarqué à droite, c'est cette asymétrie de signal qui est ici, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est ça, Vin. Et après, de toute façon, on va introduire Laura dans quelques instants. Voilà, œdème ligamentaire de la part de Panel ZZZ16, qui a tout à fait raison. Oui, ce qu'on voit là, en fait, sur la droite de l'image, donc à gauche, hein, l'inverse, à droite, sur la gauche de l'image, ici, c'est un hypersignal des muscles rotateurs du rachis et des ligaments jaunes. Et si je vais plus en arrière, ici, on est au niveau du ligament interépineux. Alors, je vais vous montrer sur le sagittal où est-ce qu'on se trouve. Vous n'avez pas le droit de le voir si vous êtes sur Instagram, c'est uniquement pour les youtubeurs. Vous voyez, là, je recule.
et je suis ici, j'ai un petit hypersignal dans l'espace interépineux entre C4 et C5, 2, 3, 4, 5. Là, c'est la quatrième épineuse de la quatrième vertèbre, et là, l'épineuse de la cinquième vertèbre. Et on a non seulement un petit écart entre les épineuses, qui est assez difficile à percevoir, et on a un œdème du ligament supra- et interépineux. Et il se poursuit à droite par des ligaments, des œdèmes, des ligaments jaunes. euh, et en fait, bon, les ligaments jaunes, on les voit assez mal, mais surtout des muscles rotateurs du rachis du côté droit. Donc en fait, ça, c'est des signes IRM d'entorse du segment mobile rachidien. Donc là, on est sur les éléments postérieurs. Le fait qu'il y ait une atteinte, qu'il y ait une hernie discale, c'est un signe indirect qu'il y ait une lésion, en tout cas du ligament du ligament longitudinal postérieur. Pour voir s'il y a un excès de mobilité, ce patient-là, il pourra bénéficier éventuellement de radiographie dynamique. Et en statique, c'est honnêtement très difficile à dire sur ces images, mais il y a un petit défaut de chevauchement, une subluxation en fait à l'étage C4-C5 des massifs articulaires postérieurs. Donc voilà, là, c'est des signes assez subtils d'entorse cervicale, d'entorse grave, parce qu'en fait, quand il y a une entorse bénigne, on voit rien sur les images. J'espère que Laura va pas me contredire, mais elle va venir participer. Et d'ailleurs, c'est le moment. Je vais vous alors, Hypersignal Steer sur YouTube de la part de Théoflexas9508. Ça devient, ça commence à venir là, être capable de lire les pseudos des gens, c'est en train d'arriver. Hypersignal Steer, mais j'ai pas bien vu où est-ce qu'il était. Ouais, c'est dur, surtout quand je monte les images rapidement comme ça. Mais oui, il y a un hypersignal T2 Steer vu en coronal. C'est ligament interépineux et muscle pararachidien rotateur à droite et ligament jaune. Plus la hernie qui implique probablement une lésion, mais bon, pas forcément, du ligament longitudinal postérieur. Donc ça, c'est des signes d'entorse grave du rachis en hyperflexion. Il n'y a pas de fracture, mais il faut se méfier parce que l'œdème sur les entorses cervicales, quand il y a un petit arrachement osseux, est parfois extrêmement subtil. Et là, le problème de ce protocole, c'est qu'on l'a fait avec du T2 non fat-sat en sagittal, comme si on regardait une moelle. Lamentable. Je vous recommande vraiment de faire un T2 Steer ou un T2 Dixon ou un T2 Fatsat, mais attention au défaut d'homogénéité de champ avec des images pas forcément très jolies ou des images trompeuses. Si vous avez un défaut de Fatsat et qu'il y a du blanc, alors qu'en fait vous recherchez un truc qui est blanc pour rechercher une entorse et que vous positivez quelque chose qui n'existe pas, c'est délicat. Le Steer et le T2 Dixon, c'est plus fiable. Bon allez, j'ai assez papoté, mais voilà, c'était pour introduire un peu le sujet de pathologies neurochirurgicales. Et on va pouvoir rencontrer ensemble le docteur Terrier. Alors attendez, j'appuie sur des boutons, on va voir si ça marche. Boum, en vertical, je suis en panique. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, je devrais être capable de faire apparaître le docteur Terrier. Oh, elle est là. Alors attends, je démute. Voilà, docteur Terrier, bonjour. C'est elle. Elle est à ma Bonsoir. gauche, elle est au-dessus là. Est-ce que vous la voyez sur YouTube, Instagram? Est-ce que vous voyez le docteur Terrier? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Attendez, je la recentre un peu. Voilà, un flûte. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le docteur Laura Terrier? Oui? Non? Parce qu'elle va commencer. Oui, elle est là, elle est là. Donc, Laura, pardon, docteur Terrier, qui est une collègue et désormais bonne amie à moi, que j'ai rencontrée en travaillant à la clinique d'Ilila. Et c'est une neurochirurgienne, donc incroyable. Quelqu'un d'exceptionnel sans doute, et on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? En quoi ça consiste ton métier? Raconte-nous, dis-nous un peu plus. Ok, Où est-ce que tu bonsoir travailles à aussi? tous et merci Antoine, docteur Kirchner pour l'invitation. Donc je suis neurochirurgienne et je suis spécialisée dans la prise en charge de la douleur, de la colonne vertébrale et aussi le suivi des commotions cérébrales. Et d'ailleurs le choix du cas clinique illustre parfaitement ma pratique et c'est souvent ce qu'on demande, cette IRM après un traumatisme crânien. Pour éliminer justement ce qu'on redoute le plus. Et c'était le cas qui vient d'être présenté, l'entorse avec hernie post-traumatique. Petit aparté. Quand on pense neurochirurgie, on pense seulement opération, mais au final, la grande partie de notre activité se fait en consultation, où notre but va être d'évaluer le patient et de l'orienter vers les spécialistes adaptés dans 80% des cas, pour les lombalgies, les sciatiques, etc., la prise en charge sera non chirurgicale. Nous, on intervient s'il y a un risque neurologique ou si il y a un échec du traitement conservateur. Le traitement conservateur, dans la praticale
dans les principales pathologies de la colonne vertébrale. Ça va être les antalgiques, la kinésithérapie, les infiltrations que le docteur Kirchner fait avec brio. Et nous, on réévalue et à ce moment-là, on décide si ce traitement-là suffit pas de réaliser une intervention. Et même après, parce qu'au final, parfois même quand on libère les racines nerveuses, qu'on opère ou qu'on n'opère pas, on peut garder des douleurs. Et c'est là que j'interviens particulièrement pour soulager les patients qui présentent des douleurs chroniques. Alors, Voilà.